Bien d'abord, merci d'être venu. Noureddine Suaïb, architecte de l'agence Anonyme Architecture. Nous avons organisé cette conférence débat en partenariat avec Tecnal. C'est une conférence qui effectivement s'inscrit dans les activités de l'association AMO, dont le président Mathias Navarro est ici. Celui que nous recevons ce soir occupe une place particulière dans le paysage architectural. Il se définit lui-même comme un artiste qui a pour médium l'architecture. Il va nous expliquer tout ça. Donc je vous demande d'accueillir Édouard François. Bonsoir. Je remercie AMO de m'avoir invité. Je trouvais que c'était intéressant d'être invité par cette association qui travaille entre architectes et maîtres d'ouvrage. La question qui était un peu sous-jacente, qu'on m'a demandé d'élucider, c'est celle de l'innovation. Donc j'ai rapidement pris mes petits papiers et essayé de vous faire quelque chose sur le sujet. Je vais vous montrer des projets qui sont relativement innovants pour partie et qui ne sont faits qu'avec des promoteurs privés, parce que moi j'aime bien ça. Je préfère un bon promoteur privé avec son fric, son programme, ses histoires, son savoir-faire, qu'un maire qui n'a ni histoire, ni savoir-faire, ni envie à part celle d'être réélu. Voilà, donc rapidement, ce qu'on peut dire, c'est l'innovation en architecture ne peut exister qu'en s'inscrivant dans les avancées sociétales. Y a-t-il de l'architecture en dehors de ces problématiques? Je ne suis pas sûr. L'architecture formelle bien dessinée, j'en ai absolument rien à foutre et ça n'a aucun intérêt. Et donc, quand on s'intéresse à ces problématiques sociétales, il y en a beaucoup. Il y a les problématiques de contexte avec la fin de la tabula rasa. Il y en a encore pas mal qui ne s'y intéressent pas, mais il y a des choses très intéressantes à trouver là-dedans. Il y a toute la thématique des nouveaux usages. Ça commence à émerger. La matérialité, c'est-à-dire qu'au moment où on a des problèmes d'économie, je pense que la matérialité est en train de revenir. C'est pas inintéressant. Les matériaux locaux, il y a un retour à la pierre, la terre, la pierre et la brique. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Le maire de Versailles a pris une sorte de décret. Il a dit « Dans ma ville, on ne concevra plus maintenant qu'en pierre, en brique, et en pierre et en brique ». Et Bayrou, son copain, a suivi. J'ai discuté longuement avec Bayrou juste avant qu'il soit ministre. Il y a un intérêt pour retrouver ces problématiques contextuelles des villes. Il y a l'intégration à l'histoire. On sait moins bien le faire. Là, j'étais avant-hier à Lorient. Et je connais très bien le maire. On a une opération de 350 logements. Et j'ai dit en conseil municipal que toute opération de plus de 10 000 m² doit recréer un élément qui a disparu, donc un hôtel particulier, un petit immeuble. C'est assez intéressant. Et si tout le monde le faisait, peut-être que en se baladant à Lorient, on aurait plus l'impression d'être en Bretagne que dans un livre de Spirou. Saint-Nazaire, ça les intéresse, c'est en train de modifier leur PLU en ce sens. Et puis, il y a le fanatisme, façadisme, qui est quelque chose qui a été très décrié, qui n'est pas inintéressant, sur lequel se réinterroger. Quand j'ai fait la façade du Fouquet's-Barrière, je vous la montrerai. Quand on voit le centre de Paris où il n'y a que du façadisme, ce qui était décrié, interdit, c'était considéré comme un blasphème, on peut réellement se poser la question, si on avait fait de l'architecture contemporaine de qualité en un mot à cette époque, on aurait entièrement défoncé le cœur de Paris. Il y a les thématiques du recyclage, du recyclé, du réemploi. C'est très intéressant. Malheureusement, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, le recyclage, c'est plus cher que le pas recyclé, mais c'est pas inintéressant. Les îlots de fraîcheur, en urbanisme, en architecture, il y a des choses à faire. L'IA, c'est un peu tout le début. C'est pas, je pense que pour les architectes, il faut intégrer ça assez vite, parce qu'il y a des logiciels. On peut comparer aujourd'hui, une petite image à la fin, un architecte a un pan avec des plumes, il lui reste plus beaucoup de plumes. On lui a enlevé l'AMOX, on lui enlève l'urbanisme, on lui a enlevé le paysage, on lui a enlevé l'archi d'intérieur, on lui a enlevé le design, on lui a enlevé pas mal de trucs et il lui reste parfois plus qu'une seule plume, celle qui lui sert à signer ses PC. Donc l'IA, ça va peut-être lui arracher la dernière plume. Donc il faut un petit peu se réintéresser à se replumer. Sinon, on va mal finir.
Voilà. Oui, j'ai mon télécommande. Hop. Juste pour finir l'aspect textuel, sans idée reçue pour ne pas innover, hein, parce que ça y va un peu à reculons. Les maîtres d'ouvrage n'aiment pas l'innovation. On en a un là qui est connu pour ça, pour justement aimer l'innovation. En fait, il faut les accompagner, il faut aussi avoir des intérêts partagés. En tant qu'architecte, il faut être attentif à leurs problèmes. Par exemple, la commercialisation, quand il y a des lots qui ne marchent pas, il ne faut pas hésiter à les acheter. Moi, je suis acheteur dans mes opérations. La peur, elle est partagée. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les promoteurs qui ont peur. Il y a les architectes qui ont souvent très, très peur. Et la peur, c'est une excitation positive à transformer. Les normes, un énorme problème, la belle affaire. La réglementation court après l'innovation. C'est-à-dire quand j'ai fait les premières façades végétales, il n'y avait pas de pompiers pour me dire que si on mettait un briquet en bas du truc, ça allait cramer jusqu'en haut. 10 ans après, ils sont là en train de dire non, on ne peut pas faire des façades végétalisées, donc il faut faire autre chose. Hein, et donc, il ne faut pas attendre qu'ils viennent là. C'est comme les atriums, on ne peut plus faire d'atrium aujourd'hui. Les coûts sont trop bas, vous verrez. Il y a une stratégie TMA. On sait faire des TMA pour rattraper les coûts. C'est assez marrant. Il y a pas mal de choses à faire. Les PLU nous brident. Les PLU, ça sert qu'à gérer des Velux. Un PLU, ça se fait sauter très facilement. Celui de Lorient, je viens de le faire changer. Et puis, il y a les ABF, et j'en passe. Les ABF, c'est les architectes. Comme tous les architectes, on se met sur la gueule assez souvent. Voilà. Juste un petit slide. Je suis en train de faire un jeu de cartes qui s'appelle la Zakaki. C'est quelque chose que j'ai mis au point avec Eric Orsena dans une conférence avec les 15 maires des 15 métropoles françaises. Et puis on leur avait projeté leur ZAC et leur centre-ville. Et on disait, c'est la Zakaki. Et donc, et ils n'arrivaient pas à trouver où est leur ZAC. Et donc, il y en a un qui dit, c'est la ZAC à moi. Et l'autre disait, non, non, c'est ma ZAC. Non, c'est pas ta ZAC. À la fin, ils se battaient en disant, pourquoi tu as copié ma ZAC? Parce que la mienne, c'est pareil que ta ZAC. Et c'est quand même confondant. Là, c'est une ZAC nouvelle. Hein, c'est la ZAC de Ginkgo, à Bordeaux. On voit le centre-ville de Bordeaux. Faut quand même pas déconner, quoi. C'est grave de faire ça. Hein. Parce qu'en plus, on y met un tram. Donc on passe tranquillement du tram, en quelques minutes du tram au miroir d'eau. C'est la baffe, quoi. Ça ne marche pas. C'est la séquence de l'horreur. Hein. Et toutes les villes sont comme ça. Donc ce jeu, je vais le distribuer aux différents maires pour qu'ils prennent conscience qu'il faut peut-être arrêter de déconner. La hauteur pour tous. C'est un vrai sujet, il y a beaucoup d'immeubles de 50 mètres et pour l'instant, je vois qu'on s'amuse plutôt à faire des extrusions, hein, on empile les appartements. À quelque part, je me demande si on ne devrait pas fermer le sujet des 50 mètres. La hauteur, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a mis au point à Grenoble la hauteur pour tous, hein, avec le logement le plus bas situé au nord, à sa terrasse la plus haute située au sud. Et donc, il voit au sud le massif des Chartreuses, et le logement le plus bas à sa terrasse attenante. C'est un concept très français qui est un concept catholique, communiste, d'égalité, amen. Et donc ça marche très très bien. C'est un concept qu'on a fait et qu'on a construit. Ça, c'est une photo de la chose construite avec la Cogedim. C'est pas toujours facile. Ce qui est intéressant avec certains privés avec lesquels je travaille, c'est qu'on a Mr. the Owner qui est là, et donc c'est son fric. Donc par exemple, quand Taravella s'est fait expliquer le concept avec les commerciaux, il m'a regardé, il m'a dit « Ok, on y va ». C'est-à-dire que si Taravella se plante, il s'est planté, c'est tout. On dira, c'est bien d'essayer. Par contre, si c'est le patron d'une boîte de promotion dans le 440, s'il se plante, il est viré. Donc, c'est intéressant de travailler pour faire des innovations avec des gens qui possèdent leur boîte. C'est un vrai avantage. On voit ici les terrasses de 35 mètres carrés.
5 mètres sous plafond. Et au-dessus de ça, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. En fait, c'est faux. Il y a encore 3 étages de terrasse. Et toutes les terrasses. C'est un projet qui marche très bien. Piolle avait refusé, avait dit qu'il arrêterait le permis de construire, qu'il interdirait le permis de construire s'il était élu. Et l'ancien maire a signé le permis le 1er avril, qui correspondait à l'entre-deux tours. Balcon individualisé, le balcon c'est un vrai sujet, c'est intéressant. Et là, par exemple, on offre aux habitants la possibilité de choisir leur garde-corps. Donc on a des garde-corps extrêmement variés, de toutes les tailles. Et là, vous voyez par exemple un garde-corps pour un marquis, qui a un garde-corps, une fence en pique. Et puis il a même un portail. Et il paraît que la nuit, le marquis ouvre le portail, il s'envole. Et il revient au petit matin. Voilà, ça c'est le portail du marquis. Des émergences toujours, les tours signalent, les très très grands logements. J'en avais un peu assez de cette idée industrielle du logement qui consiste à faire du 2 pièces ou 4 pièces, 5 pièces, c'est trop grand. Et donc je me suis amusé à faire des logements qui font 220 mètres carrés. Je me suis fait insulter. Ça, c'est un logement de 220 mètres carrés, triplex en haut d'une tour. C'est un phare. Le promoteur m'a dit, c'est Marignan, m'a dit, de ma vie, je n'ai jamais vu un logement aussi con. Et il le pensait vraiment. Et je lui ai dit, je l'achète. Je l'ai acheté, 1 million d'euros. Et là, actuellement, je vais le vendre 4,8 millions, un joueur de foot qui veut absolument être là. C'est le 2e joueur de foot qui veut acheter l'appartement. Et donc, il faut arrêter cette normalisation du logement. Et donc, Marignan a été assez impressionné. Bon, il m'a dit que j'étais un voleur. Je lui ai dit non, je l'ai acheté à la bulle, la bulle de vente. Donc, je ne l'ai pas acheté en sous-main. Et donc là, on fait une nouvelle opération avec eux, à Saint-Denis. Il m'a dit, bon, ce coup-ci, ne dépasse pas 600 mètres carrés. Je lui ai dit, non, mais ça va, quoi. T'es tombé sur la tronche, quoi. T'as jamais fait au-delà de 80 mètres. Maintenant, 220, t'as peur. Et puis maintenant, tu passes à 600, quoi. Faut rester raisonnable. On fera 350. Voilà. Ça, c'est des émergences qu'on fait avec la Cogedim. Ça, c'est l'île aux Thymes à Saint-Denis, avec en haut le fameux appartement de 350 mètres carrés. Le séjour fait 10 mètres sous plafond. Il est parti en 10 minutes. Je n'ai pas pu l'acheter parce que ils l'ont mis en bulle de vente sans me prévenir, c'est salaud. Donc sinon, je l'aurais bien acheté parce que c'est un Chinois qui l'a pris. Voilà. L'économie, on a un peu essayé de parler de l'économie. On dit que les promoteurs sont des salauds parce qu'ils n'autorisent pas à ce qu'on mette beaucoup de fenêtres dans les logements. Mais ils ont raison, il y a un problème de fric. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, on n'est pas. Il faut arrêter d'être les curés du métier, quoi. Dire oui, je vous salue Marie, mettez des fenêtres, etc. Non, il y a une réalité économique. Donc j'ai dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la fenêtre TMA. Donc on fait des tout petits fenêtres, et puis c'est l'acquéreur qui choisit en fait sa fenêtre. On a commencé à Bordeaux-Brazza, dans la ZAC de Thomay, avec des volumes capables. Donc en fait on a mis la plus petite fenêtre qu'on peut mettre, qui respecte les 1/7, et les gens en fait choisissent. Ça c'est un plan de vente ici. On voit des possibilités de fenêtres, et à la bulle de vente, on doit cocher la fenêtre qu'on veut. Alors on en veut une là, on coche. Est-ce que c'est une porte-fenêtre? Est-ce que c'est une fenêtre? Et on peut même aller jusqu'à choisir sa façade. La façade qui entoure son appartement, on peut choisir si c'est en bois, si c'est en aluminium ou si c'est en autre chose. Et ça marche très très bien. Et du coup là, on ne peut pas dire au promoteur que c'est un salaud parce qu'il ne veut pas mettre des fenêtres. Parce qu'il est d'accord avec ça. Il est d'accord, ça marche, et tout le monde a des grandes fenêtres, et ils payent en fait en fonction de ce qu'ils ont envie. On a introduit ça aussi dans le règlement de copro. Parking aérien évolutif.
Tout le monde dit les parkings aériens, c'est dégueulasse et on nous impose de faire des parkings aériens pour des raisons de coût. La belle affaire, c'est excellent un parking aérien. Un parking aérien, nous, on les rend évolutifs en mettant une coursive devant et ça permet aux gens qui n'ont pas forcément à terme besoin d'une ou deux voitures de transformer ça en autre chose, en accès avec en lieu de travail. Ils peuvent faire la moitié de leur parking pour garder une place moto, une place pour une Smart. Et donc on a une façade, en fait, la façade qui devait être d'une indigence absolue est une façade complètement digne du favela sur cahier des charges, qui est en plus assez marrante à faire, parce qu'en fait c'est pas de l'habitable, c'est pas de l'ASP, c'est un autre truc, c'est un abri, et donc ça permet d'avoir des expressions architecturales en sous-bassement assez intéressantes. Façade support de végétalisation, ça c'est à Nice. On a fait un bâtiment très très raide en béton. D'ailleurs, j'ai cru à un moment donné que je m'étais planté tellement c'était raide. Et puis on a des tuteurs, et puis il y a des plantes qui viennent envahir la végétation. Là, on voit les tuyaux sont apparents d'évacuation, les tuyaux pour amener l'eau. Et finalement, cette tuyauterie contribue à l'expression architecturale du projet. Alors, on voit ici différentes vues. Donc on a une très très grande façade végétale. Ça c'est quelque chose qui n'est pas très loin d'ici, à Villa des Vignoles. C'est une circulation par l'extérieur avec des glycines. C'est devenu tellement dingue la glycine sur l'immeuble qu'il y a des ateliers de coupe pour élaguer en fait l'immeuble. Et les gens sont à l'intérieur de la glycine, c'est des appartements traversants. C'est une espèce d'îlot de fraîcheur en soi. Logement agrandissable, à Nice toujours. Donc on a habillé certains balcons en ganivelle en laissant la possibilité en fait aux gens de venir refermer l'intérieur derrière la ganivelle, de refermer ça en vitrage. Donc il y a un cahier des charges et ça marche assez bien. Donc il y en a beaucoup qui sont, dès la construction, demandé à ce que leur façade, qu'on leur fasse une façade vitrée derrière leur balcon. On a aussi des dispositions. On s'intéresse au règlement de copropriété. Personne ne s'intéresse au règlement de copropriété, très peu de gens, même les promoteurs. Souvent, c'est donner un géomètre et on trouve des conneries innommables. Vous allez trouver dans un règlement de copro qu'il est interdit d'avoir des perroquets, ça date des années 70, où il y avait effectivement des perroquets, et donc c'était devenu une telle obsession, le cri de l'animal, que c'est dans les règlements de copropriété, et on les retrouve encore aujourd'hui. Et dans mes immeubles, l'immeuble que je vous ai montré végétalisé, j'ai trouvé qu'il était interdit de mettre des jardinières. Personne n'avait lu en fait le règlement. Après, il devient la Bible et les gens s'entretuent parce que ça n'a pas été regardé. Citation historique. On va rentrer dans des choses, disons, qui sont un peu plus blasphématoires. Il ne faut pas hésiter à copier un bâtiment qu'on aime bien. Là, par exemple, à Nice, on a 380 logements. Et je trouve que c'est intéressant quand on est à Nice de sentir qu'on est à Nice et qu'on n'est pas à Strasbourg. Et donc pour ça, copier un bâtiment niçois, c'est pas mal. À l'inauguration, on le voit ici, le bâtiment rose, il y a une personne qui a pris la parole. Il a demandé au maire, est-ce que je peux prendre la parole? Il a dit, j'aimerais féliciter l'architecte parce qu'il n'a pas détruit cet immeuble. J'étais très touché. Et c'est vraiment une copie amoureuse avec des détails, les volets qui vont bien, la ferronnerie, détails de balcon. C'est pas mal comme ça de regarder les architectures anciennes. Et ça a un pouvoir très très fort, qui est un pouvoir de fragmentation. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais continué à la manière d'Anne Démiens ou de Lannes à faire toute la façade pareille, ce n'aurait jamais été une place habitée. Or là, on a un petit immeuble à langue en pierre, un immeuble niçois qui est orange, un immeuble niçois qui est rose, et puis après on continue avec d'autres thématiques qui sont plus liées au parc qui était en face.
Et puis je me suis même amusé dans cette folie de la dérision de faire la copie de la copie. Parce qu'à Nice, on copie des immeubles qui sont des faux immeubles. Donc là, j'ai un vrai faux et un faux faux. Donc on le voit à côté, le faux faux, c'est une façade peinte. Et donc on ne sait plus très bien qu'est-ce qui se passe dans l'îlot. Donc là, il y a des morceaux de vrai faux et de faux faux. Citation historique, donc dans une ZAC, l'école est faite en briques massives de petite taille avec une rupture d'échelle, et donc ça a contribué à donner une forme de brouillage sur la date de fabrication de la ZAC. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça en fait comme des cathos. Là, par exemple, on voit ici il y a un Space Invader en briques, on peut s'amuser. Donc c'est une école avec toute une thématique de Space Invader en briques massives. J'avais commencé déjà à faire des copies à Vignoles, l'opération vous avez vu qui était très végétalisée. Tous les immeubles là, c'est des copies. Donc j'ai copié des immeubles faubouriens, je les ai inclinés, j'ai pris le temps à regarder comment ils étaient faits. Et c'est ce qui fait que l'opération s'insère particulièrement bien dans le quartier, c'est parce que j'ai prolongé, c'est une espèce d'architecture de transition par la copie qui permet d'éviter d'avoir des ruptures dans le quartier. Je pense qu'il faut se réintéresser à ces phénomènes de transition et à faire des architectures intégrées. Un peu plus en avant, là c'est une opération qu'on fait à Strasbourg, et donc je me suis dit on va faire du colombage. Donc le concours, on balance l'immeuble en colombage, et puis on est invité à un oral, et puis là j'arrive à l'oral, moi je suis un garçon gentil, j'ai pas de méchanceté en moi, et je vois tout le monde était venu avec un fusil de chasse, en disant on va se faire le Parisien, qui s'est foutu de notre gueule. Et j'ai fait un grand réquisitoire en disant le tramway qui passe là à Oswald avec ces immeubles qui ne sont que des immeubles d'architecture contemporaine de qualité qui n'ont rien à voir. Et puis le tramway, 10 minutes après, on se retrouve devant la cathédrale en grès et c'est pas possible. Donc il faut essayer de trouver cette transition. Et puis mon réquisitoire était assez long. Et puis à la fin, ils m'ont dit écoutez, on était venus pour vous tuer et forcé d'admettre, on a envie d'essayer avec vous. Voilà. Donc on l'a fait, ça a été assez compliqué. On l'a fait avec Vinci. On a des traces, c'est un immeuble en béton brut avec toute une écriture de colombage. On a pris un artiste qui s'appelle François, ça va me revenir dans quelques instants, qui a toute son œuvre sur les colombages et il a codifié les colombages. Et chaque morceau de colombage a un sens et c'est une lettre de l'alphabet. Et là, ça veut dire, je crois, cigogne, cigogne, je vais t'enculer ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est un truc à lui là, qu'il a écrit en langage de colombage et néo-cigogne. Dans les arbres, en faire peu sur le bâtiment et en faire sur le paysage. Le paysage, ça ne coûte pas cher. Et donc, est-ce que l'architecture, c'est pas aussi le bâtiment et le paysage à la fois? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en l'an 2000, livré en l'an 2000. Hein, on voit ici bâtiment en gabion. C'est fait avec Pragma, promoteur privé. Et on voit ici les cabanes maintenant qui sont dans les arbres. Et là, j'ai une photo que je n'ai pas retrouvée dans mes affaires, qu'on m'a envoyée il y a une semaine. Et en fait, on ne voit plus le bâtiment et je suis vraiment très content. Il n'y a plus que des platanes partout. On voit à peine quelques cabanes. C'est quand même assez génial. Moi, quand je fais un bâtiment, je me dis... c'est des mètres cubes d'air qu'on est en train de voler, en fait. On pique des mètres carrés d'air pour y mettre des cochonneries à la place. Et à chaque fois, je me dis, il faut quand même bénéficier de circonstances atténuantes parce qu'on n'est pas très loin de faire un crime sur le paysage. Donc, qu'on retrouve un paysage après son travail, c'est pas mal.
Fragmentation, c'est un sujet qui est très important pour nous à l'agence. Là, c'est un lot qui fait 350 logements à Asnières. Et on a coupé, donc on voit la petite école, à côté il y a un petit immeuble, il y a la tour, un autre immeuble, une façade différente sans PC, je vous dirai pourquoi, un autre immeuble. Et en fait, cette fragmentation permet de retrouver une échelle urbaine. Et l'échelle urbaine, ça fait partie aujourd'hui du job. Alors c'est plus compliqué en fait à mettre en place, mais finalement, quand vous regardez l'ensemble de ces immeubles, ils sont assez simples et économiquement, on arrive assez bien à s'y retrouver. Là, il y avait un Démiens qui a construit juste à côté un bâtiment très 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 long, toute la même façade, tout gris. Et donc je me suis dit, il faut que j'intervienne sur mon projet. Et donc j'ai fait une façade rouge et je l'ai fait sans permis de construire. J'ai changé la couleur, c'est en béton rouge, et quand la ville a vu ça, il s'est remonté assez haut, c'est remonté à Citalios. Ils m'ont dit, mais comment on peut faire un projet sans permis? C'est pas possible. Et je leur ai dit, mais comment on peut laisser faire une façade comme ça aussi longue? Ils m'ont dit, c'est vrai que ça réveille la rue, le rouge. Donc, quelquefois, il ne faut pas se faire chier. On peut faire des façades sans permis de construire. Ça évite d'avoir à se prendre la tête, à expliquer ce qu'on doit faire, finalement. C'est pas mal de ne pas demander l'autorisation. D'ailleurs, j'avais demandé, moi, à être exempt de demande d'autorisation. On m'a envoyé me faire foutre. La fragmentation, Bordeaux, on a un projet très important qui s'appelle Canopia avec Apsis. On fait 75 000 m² en plein centre-ville. Et donc, on a coupé en plein de morceaux, en plein d'architectures différentes. Alors, on fait tous les bâtiments et plein de bâtiments qui sont tous d'une architecture différente, qui respectent en fait une typologie qui est une typologie bordelaise. Et pour marquer les fragmentations, entre chaque bâtiment, on fait pousser du grimpant vertical. Îlot de fraîcheur, rue Parc, toujours à Bordeaux. On a créé un grand axe qui va de la gare à la Garonne, qui permet en fait de désenclaver la gare. Et plutôt que de faire une voie, on a fait une rue Parc, mais c'est une rue très commerçante qui est un parc, avec des solutions compliquées qu'on a dû mettre au point, qui sont comment on peut faire, comment les pompiers peuvent venir dans cette rue, comment on livre, il y a des problèmes de voirie lourde. Et donc ça fait partie des innovations. On travaille avec Michel Desvignes sur ce sujet-là. Et on arrive à avoir une très grande densité végétale tout en répondant à tous les cahiers des charges de commerce, de sécurité, de pompiers. Et donc, ce projet, on fait la première pierre, c'est le 11 avril de cette année, 2025. Ça, c'est la rue Parc. On voit plein d'arbres. Les arbres sont plantés en fonction des problématiques éoliennes pour avoir le plus de ventilation possible du feuillage. La rue Parc. Mode et nature. Je me suis intéressé au mode et nature. Je trouve qu'on fait des façades qui ont une pauvreté inouïe, une présence quasi nulle, anorexique, ces matériaux en aluminium qui prennent un bloc définitif. Il n'y a pas de gras. Il faut revenir au bon gras et au bon gluten. Et donc, il y a quelqu'un dans mon agence qui m'avait dit, écoute, tu devrais t'intéresser à dessiner une brique. Je lui ai dit, mais t'es con ou quoi? Depuis l'origine du monde, j'espère que le sujet est totalement clos. Il m'a dit non, il m'a montré le travail d'Herzog et de Meuron qui avait dessiné des briques avec des trous, etc. J'avais trouvé ça intéressant. Et puis j'ai commencé à m'y mettre et j'ai dessiné 192 briques différentes qui sont commercialisées chez Riri et qui sont des plaquettes, pour partie des plaquettes minces. Donc, ce qui coûte cher dans les briques, il y a la boutisse et la panneresse, c'est de coller le petit bout, donc on ne le fait pas. Donc ça ne ressemble absolument pas à un mur en briques. Et puis, il y a toute une stratégie du relief. Comme l'assiette est plus longue, on peut avoir un relief qui, en fait, va être réparti sur l'ensemble de la semelle. Et avec ça, donc, on arrive à faire
toutes les typologies les plus inimaginables qu'on peut trouver sur les façades en briques anciennes. Et puis j'ai inventé la Reverso, qui est une brique en fait augmentée, parce que c'est une vraie brique, elle a l'épaisseur d'une brique, mais qui a deux faces différentes, et selon la face sur laquelle on met, on a des modénatures différentes. Si vous allez au showroom Réry sur le viaduc, il y a le mur, ce mur témoin, qui est fait pour partie en partie basse en Reverso. Je possède la marque Reverso. Je voulais que ça s'appelle une Reverso. Je suis allé voir Jaguar Lecoultre et je leur ai dit, voilà, il y a un problème dans nos villes. On construit vraiment n'importe comment avec des plaquettes. J'ai inventé une nouvelle brique. J'aimerais pouvoir l'appeler la Reverso. Je lui ai fait une sorte de plaidoyer pour la ville. Et ils m'ont dit, écoutez, on est très émus par votre plaidoyer et puis par ce travail. Et ils m'ont cédé la marque Reverso, les montres pour la catégorie brique officiellement, donc est enregistrée en marque européenne. Voilà ce qu'on peut faire avec de la plaquette. Et puis on attaque des façades entièrement en plaquettes avec des modénatures extrêmement complexes pour redonner en fait de la présence. Ça, c'est que de la plaquette. C'est assez intéressant en période de crise parce que là, c'est par exemple une résidence étudiante. C'est la même fenêtre sur une façade plate, 150 mètres de long, 11 étages. Normalement, on fait une grosse merde. Avec le même trou, c'est pas si facile de s'en sortir. Et là, avec ça, on arrive à retrouver en fait une expression architecturale à ces façades. Ça, on l'a vu. Et puis, on l'a mis en œuvre pour la première fois à Nerpic, dans un centre commercial. Là, on voit, c'est que de la plaquette, avec une fresque qu'a fait Rudy Bord. On a des briques déportées. Tout ça, c'est de la plaquette qui donne des dessins, des complexités, de la présence. Et je pense qu'il faut que nous essayions de retrouver ces problématiques d'ornementation. L'ornementation fait partie aujourd'hui des demandes extrêmement fortes des habitants et de nos concitoyens. Il faut essayer de retrouver en fait cette présence des façades. Là, on attaque à Saint-Denis avec des modénatures assez complexes. Voilà. Manipulation de l'existant. Ça, c'est très intéressant. Vous connaissez tous ce projet. Je suis dans un contexte haussmannien. Dans un contexte haussmannien, pourquoi on ne ferait pas un haussmannien, franchement? C'est pas parce qu'on est architecte qu'on doit faire une architecture contemporaine de qualité. Ça a été assez difficile à faire. On a une façade haussmannienne. Dernière, j'ai un hôtel de luxe, donc il y a des problèmes de suite. Et j'ai demandé au décorateur qui était Jacques Garcia. J'ai dit, écoute Jacques, je vois comment tu décores là les cellules que je fais. Il met le lit avec des petites tables de chevet, des zigouigouis. Il met la Bible, je sais pas quoi, les trucs. Il s'excite dans les wawa. Je me dis bon, il a l'air de savoir faire. Et je lui dis Jacques, écoute, t'as qu'à mettre les fenêtres. Voilà, tu mets les fenêtres au milieu de ton aménagement. Par exemple, si tu as une table pour que madame puisse faire sa coiffeuse, tu déplaces la fenêtre, tu la mets bien comme tu veux. Et donc ça, c'est Jacques Garcia qui a mis les fenêtres. Voilà, moi j'ai fait le concept. On voit ici, ça tombe comme ça tombe. Ça s'est passé chez les ABF. Quand on voit le dessin de la fenêtre, ça ressemble à une fenêtre, sauf que là c'est plein. Et donc ça a très mal commencé puisqu'ils m'ont dit c'est quoi le rectangle? J'ai dit c'est la fenêtre. Ils m'ont dit ne nous prends pas pour un con, la fenêtre c'est le truc là. J'ai dit non, le truc là c'est un dessin de fenêtre. La fenêtre elle est là. Ils ont dit non mais c'est pas possible, on peut pas travailler avec toi, tu nous prends vraiment pour des cons. Et donc j'ai dit écoutez, moi je suis pas là pour vous faire de la peine. Je sens que je vous fais une peine énorme, et donc je vais demander directement au ministre de la Culture son avis. C'est ce que j'ai fait, je suis parti. Et donc le ministre, après un certain nombre de complications, a accordé le permis. On voit ici, donc c'est des copies contextuelles. Ça, c'est une autre copie contextuelle, parce qu'on ne doit pas que copier des choses que tout le monde trouve jolies.
Ça, c'est à Champigny, place Marché, Georges Marchais. Je me retrouve à faire une reconstruction suite à une démolition pour Paris Habitat. Moi, je m'intéresse au contexte. Le contexte est fait de tours, de bars et de pavillons. Et un peu plus loin, de maisons de ville. On arrive là-dedans avec une architecture contemporaine de qualité, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. Les gens vont dire, vous êtes tombés sur la tronche ou quoi? C'est quoi cette merde avec cette façade anorexique en alu or, avec des volets, je sais pas quoi, argentés, et puis des garde-corps découpés au laser, comme certains le font. Donc je me suis dit, je vais simplement empiler ce qu'il y a. Donc j'ai trouvé des maisons de ville avec des revêtements qualitatifs, avec des façades en cuivre, des façades en zinc, des façades en tuiles. Et puis j'ai trouvé des bars, j'ai mis les bars dessus, et puis j'ai mis les pavillons au-dessus. Voilà. Il y a le frère de Thierry Marx qui a un pavillon d'angle, celui-là. Il est très content, il a dit « Je rêvais d'avoir un pavillon qui a de la vue ». Voilà, ça c'est... Voilà, ça c'est... Et le maire de Champigny m'a dit, avant, personne ne connaissait Champigny. Maintenant, tout le monde sait où c'est. Et il trouvait ça super. Et cette opération a fait quand même journal télévisé, 20h, TF1, vendredi soir, soir de Noël. C'est pas mal. Hein. C'est difficile au niveau médiatique de monter aussi haut, quoi. Le soir de Noël, c'est les audiences max, le 20h et TF1. J'ai même pas eu mon mot à dire. Ils m'ont dit, ton opération n'est pas finie, mais on doit la mettre pour Noël. Manipulation paramétrique. À Bordeaux, on fait 75 000 m². On est dans la ville de Pierre. En pierre sera mon projet. Donc déjà, la matérialité est en pierre. Je me suis dit, en fait, il y a cette problématique de découpe, de fragmentation. Et donc, on est allé voir pour savoir comment on peut couper, quelle taille de découpe on fait. On ne fait pas par hasard. Donc, on est allé dans les rues Sainte-Catherine, on est allé rue de l'Intendance, dans différentes rues, puis on a pris tout un tas de mesures. Et en fait, l'immeuble bordelais, il se balade entre 7,50 m et 12,50 m. L'immeuble parisien, il est beaucoup plus large. Et donc, on a coupé, et puis on s'est dit, en fait, pourquoi on ne les copierait pas, les trucs? Hein, moi, j'ai pas du tout envie de faire comme Michelin, le machin tout en alu en face de... comment ça s'appelle, là, l'Arsenal, là où il y a les bassins à flot. C'est tout en aluminium. On est à côté du centre-ville. Nous, on est là, on est en zone patrimoine mondial UNESCO. Et donc, on s'est dit, c'est intéressant. Et donc, on s'est dit, on va les faire numériser. Et puis on les passe sous grasshopper en paramétrique. Et donc on a décliné en fait ces immeubles. Là, c'est une façade qui est prête à sculpter. C'est-à-dire que le logiciel va interpréter tous les reliefs et va avancer les blocs de telle manière à ce qu'on puisse, si jamais on voulait les sculpter, on sculpte et puis on a l'immeuble. Donc ce travail sur cet immeuble en fait porte les traces de l'immeuble référent. Donc c'est un référent. Ça, c'est des façades paramétriques. On a des façades prêtes à sculpter, on a des façades en pixelisées, en pierre pixelisée, on a des façades arasées, comme un travail de taliban, c'est-à-dire qu'on prend, puis on défonce en fait toute la modénature de l'immeuble, hein, et donc ça, pour la défoncer, on est obligé de creuser un peu, et donc on a toute une série de façades qu'on va recomposer. Et quand on ne sait pas fermer notre îlot, parce qu'on ne touche pas en fait à la morphologie des façades, eh bien on fait une façade végétale. Le végétal, c'est le bouchon qui nous permet de pouvoir reboucler un îlot ou avoir une forme architecturale un peu complexe qu'on ne saurait pas faire. Et puis on a un travail après sur les attiques.
ça nous a amené en fait à développer un projet qui a 3,50 m à 6,50 m sous plafond. Et c'est vachement bien. Hein. Donc on a des très grandes hauteurs sous plafond, on est tout en pierre. Donc on est passé en commission UNESCO, on a eu 0 remarque, ABF 0 remarque. Ils trouvaient ça suspect, donc ils ont demandé au ministère de la Culture de nous envoyer la commission des sites. On a eu 0 remarque. C'est une chose que j'ai fait pour LVMH, Hôtel Cheval Blanc. Il y avait une façade arrière, donc il y a la façade Seine qui est la façade que vous connaissez avec les grands bas windows, et puis il y a la façade arrière qui était une expecting wall, une façade en attente, hein, parce que Henri Sauvage voulait aller jusqu'à la rue de Rivoli. Et en fait, ça s'est arrêté, donc c'est une façade qui était faite en bout de tôlerie, qui était rien du tout. Et comme on a fait un grand rooftop avec des terrasses, il a fallu refaire la façade. Et moi, je n'avais pas vraiment envie de refaire une façade. Donc j'ai pris la façade de devant, je l'ai retournée derrière, en pierre, et j'ai demandé au sculpteur de commencer à sculpter la façade. Et à un moment donné, j'ai dit, on s'arrête. Donc c'est une façade inachevée, paramétrique. Hein. C'est un peu comme je m'étais inspiré des clochers de l'église Saint-Sulpice. On voit, c'est une façade inachevée. Les sculpteurs ont commencé et puis ça s'est arrêté. Et puis j'ai fait plein de rêves d'inauguration dans lesquels j'étais à côté de Bernard Arnault. Et puis il me demandait, monsieur l'architecte, c'est quoi ça? Et moi je m'entendais lui répondre dans mon rêve, monsieur le président, c'est une façade inachevée. Et lui me répondait tous les soirs, ce qui est pour le moins inachevé, c'est votre travail, monsieur l'architecte. Et donc, un jour, j'ai dû signer le plan d'exécution, et j'ai eu peur, et puis j'ai amené des correctifs. C'est repassé chez LVMH, et là, il y en avait pour pas loin de 6 millions de plus-value avec mes corrections. Et donc, ils m'ont demandé de faire façade avant, façade après. Donc, ils regardent. Ils voient la façade avant du permis, la nouvelle façade du mec qui a eu peur et qui essaye de bien faire. Et puis, ils disent, ce qui est pas mal, c'est que tu as une certaine constance dans ton projet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas tout changé, c'est pas mal. On sent que c'est plus épais, c'est mieux fait. Et donc, ils ont dit, c'est bon, on y va. Voilà. Donc, on l'a fait. On a mis 1 an et demi à la construire. Ça a été très, très long, avec des grilles en haut. Donc, c'est fait en pierre massive. Il y a des pierres qui font 1,5 tonne. C'est assez compliqué à faire. Matérialité, terre, impression 3D. On a gagné le concours des kiosques sur l'avenue de Neuilly. Qui sont en terre imprimée 3D avec une cloche en verre pour les protéger. On voit ici les kiosques qui vont se décliner avec des formes différentes. Il y a différentes grandes marques qui s'y intéressent à prendre un kiosque dedans. Donc c'est de la pure 3D. Le maire voulait anticiper en disant c'est un concours pour faire des folies. Et dans cette idée de folie, son idée c'était on devait anticiper des techniques qui allaient venir un jour. Et donc il était assez content. Et moi je lui ai dit, monsieur le maire, pour faire la folie, en fait on fera une folie. Donc on va mettre une machine 3D énorme, on va mettre des gradins, les mecs viendront regarder le truc, se construire. J'étais tout content. Il m'a dit, ça va pas ta tête, tu vas pas foutre la foire dans mon avenue. Tu te démerdes, mais moi je veux pas que tu fasses ça sur site. Et ça nous a amené en fait à trouver une technique nouvelle qui nous a permis en fait de faire de l'impression 3D à l'échelle d'immeubles. Donc on sait faire ça. Donc en fait on fait d'énormes blocs qui font 3 mètres par 2 par 2 avec des réservations en creux et dans lequel on peut couler le béton. Donc en fait c'est une sorte de bloc de pré-coffrant à peau d'impression 3D. Ça c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier avec Marignan. 100% traversant, c'est les problématiques du jour.
Donc ça, c'est les choses que j'ai fait à Bordeaux, la coursive déportée, qui permet en fait, avec un ascenseur, d'avoir tous ces logements traversants, avec des arbres qui poussent entre. On a développé ça en béton. On voit ici le principe. Même les séjours sont traversants. On est vraiment dans le traversant maximal. Et ça, c'est un immeuble qu'on est en train de faire. On vient de déposer le permis. Il est 100% traversant, avec ses coursives déportées et décalées. 100% traversant, 100% béton, 100% d'économie. On est en pleine crise. On passe dans les prix. C'est parfait, ça marche. Il n'y a plus aucun lot serrurerie dans l'immeuble. Donc c'est un travail sur le monomatériau. Voilà les appartements traversants. Petit travail sur les ABF. Voilà, donc là j'ai une opération rue des Ours, l'ancien commissariat. J'ai fait faire une étude patrimoniale. Et l'étude patrimoniale a montré que c'est le premier immeuble Art Nouveau de la ville de Paris. Façade inscrite au patrimoine de la ville de Paris. Et en 1980, il y a un promoteur qui a fait poncer, on voit ici, poncer tout le feuillage de l'immeuble pour le transformer en art déco. J'ai dit, wow, c'est vachement grave. Donc l'ABF me dit, ouais, confrère, c'est vachement intéressant, ta manière de travailler sur le patrimoine et tout, super cool. Donc je disais, mais regarde, il y avait tout un tas de feuillages qui ont disparu. Ah ouais, confrère, super cool. Ah ouais, c'est super cool, confrère. Et donc je lui balance un truc dans lequel je vais restituer le feuillage disparu. Donc je restitue le feuillage en plantant des arbres dans la façade avec des pots, vous verrez, qui sont derrière. Et là, confrère, c'est non, confrère. Confrère, c'est non, confrère. Non, confrère, c'est pas possible, tu vois. Alors que le client était complètement OK. Et je me suis dit, est-ce que je fais une évocation ministérielle ? Bon. Et curieusement, ce projet, il sert de support d'enseignement à l'école de Chaillot pour la formation des architectes comme modèle de ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment parfois extrêmement difficile comme dialogue. Voilà. Et puis tout le débat, c'était sur le trou. C'était quasiment pornographique. Il est où le trou ? Je dis, oh ça va, le trou, il est là. On voit le trou. Ah non, confrère, on ne peut pas voir le trou. Je dis, non, mais on ne verra pas le trou. Il y a la corniche. On ne peut pas voir le trou. Je vois le trou. Ah non, confrère, c'est non. On voit le trou. Voilà. Quelquefois, ça ne marche pas toujours. Il y a ornementation. À l'intérieur de l'immeuble, c'est un immeuble donc Art Nouveau. Moi, je ne sais pas dessiner. Et vous ne savez pas dessiner. Personne ne sait dessiner. Et donc, quand tu as redessiné des motifs Art Nouveau, c'est impossible. Donc, j'ai demandé à Dahl de me dessiner en fait un papier peint répétitif en motif de plantes aquatiques qu'on trouvait à cette époque-là. Et donc, j'ai dû le dresser pour qu'il y arrive. C'est pas si facile de lui faire du papier peint répétitif, c'est pas si commode, les roseaux, etc. Mais on est arrivé. Et après, je l'ai fait interpréter par des compagnons qui sont entreprises du patrimoine vivant, qui ont interprété en fait de l'IA. Donc, on va réintroduire en fait de l'ornementation grâce à l'IA dans un bâtiment Art Nouveau qui n'a plus aucune ornementation. Donc c'était très intéressant comme travail. D'ailleurs, je suis devenu, pour certains, grand spécialiste de l'IA. On me demande de faire des conférences sur un sujet dont je ne connais pas grand-chose. Mais comme je suis un imposteur, j'adore faire l'exercice. Ceci dit, il va falloir faire attention parce que l'IA est en train de bouffer des morceaux de métier très importants. Recyclage, ça c'est pour faire plaisir à Noéline. J'ai mis ma maison sur la plage. J'ai acheté la maison la plus moche de la plage et je m'étais dit je vais la démolir. Puis je me suis dit, comme je suis un catho, je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas casser la maison et faire une architecture contemporaine de qualité.
Et donc je me suis dit, bah, tu vas garder la merde, voilà. Et tu vas t'en démerder. Et je me suis dit, c'est raide quand même. Et donc je me suis dit, si je la peins tout en blanc, ça va le faire. Et l'ABF, je l'ai roulé dans la farine. Le permis, il y a marqué façade, volume entièrement blanc, sans nuance. Et donc j'ai eu le permis. Et puis quand on a peint la façade, c'est remonté très vite. Elle a demandé l'arrêt du chantier qui était fini. C'est remonté au préfet qui lui a dit, pauvre fille, mais tu lis tes PC? Tu lis, regarde, volume entièrement blanc. Même moi, préfet, je sais ce que c'est. Et donc, elle s'est fait débouter. Voilà. Quelquefois, il faut un peu de stratégie. Il ne faut pas toujours demander autorisation. Puis après, il y a tout un travail sur les intérieurs. Il y avait des carrelages d'origine. Pourquoi tout jeter à la poubelle? Moi, j'avais besoin de faire passer les réseaux, des nouveaux réseaux de chiottes, parce que j'avais un peu bougé. Donc, j'ai gardé tous les sols et puis j'ai rebouché avec des galets. Petit élément de débat dont on a parlé ensemble, ça c'est un architecte prêt à innover et qui est un correspondant, je pense, intéressant pour un maître d'ouvrage. C'est le pan là avec toutes les plumes. Il sait faire du design, il sait faire de la déco, il sait faire de l'archi d'intérieur, il sait faire de l'urbanisme, il sait faire du paysage, il sait faire l'ingénierie, il sait ce que c'est que l'économie, il fait la mox de ses chantiers. Puis on peut se poser la question, un architecte qui fait pas ça, il a peut-être plus qu'une plume, celle pour signer le PC. Peut-être que l'IA va lui arracher sa dernière plume. With just one feather, all you can do is sign permit. No feather, no innovation. Je pense que c'est quelque chose à méditer, sur ces problèmes de ce métier qui est en train de se délabrer complètement, en lequel on perd tous les jours des morceaux de territoire. Et on pourrait se poser la question de savoir, est-il encore nécessaire de garder notre monopole? Je me pose la question de la suppression du monopole d'architectes, qui permettrait peut-être un sursaut des écoles pour vraiment former des architectes et non pas former des rien du tout diplômés qui peuvent signer, parce que je pense que si on n'avait pas de monopole, les écoles changeraient et les élèves iraient dans des écoles où a priori on est un peu sûr d'apprendre des choses. Donc les écoles changeraient très certainement, et puis on serait peut-être plus motivé pour acquérir des compétences, répondre au marché, être plus ouvert. C'est une mesure que j'avais proposée à François Barré. Il m'a dit, écoute, c'est intéressant, mais ça fait peur. Voilà. Et j'ai fini. Merci Édouard. C'est une très belle réflexion pour introduire le débat. Donc nous allons passer maintenant aux questions de la salle. On va te poser. Alors, donc, y a-t-il des questions? François? Qu'est-ce que tu déposes comme façade au permis, alors que c'est dans les TMA, donc après permis, que la façade va vivre. Alors, on peut comprendre que c'est inquiétant. En fait, on prévient la ville, évidemment. On dit à la ville que ce qu'on cherche, en fait, c'est une grande variété de façades, et on cherche à avoir des éléments qui reflètent un peu la personnalité des différentes futurs propriétaires. Et donc ça les intéresse, ça s'appelle les nouveaux usages. Et donc on fait une façade un peu à la con, qui s'appelle la façade de base, c'est la façade qui est chiffrée, et puis on dit, voilà comment ça peut évoluer. On a plusieurs types de perspectives. D'ailleurs, dans le projet de brasage, on est même allé jusqu'à avoir des parties en bois qui sont plus anciennes et puis d'autres plus récentes. On voit qu'il y a tout un travail où chacun intervient un peu comme il veut. Alors après, au début, moi je m'étais dit
on va travailler sur un cahier des charges pas trop strict, mais quand même un peu restrictif. Donc on a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, à la condition que ça soit en Bélèze. Et puis en même temps, on pousse un peu au crime, on leur dit, vous pouvez faire des balcons en bois tourné, comme ça, moi j'adore ça. Vous pouvez faire ça en ce que vous voulez, mais du moment que c'est en Bélèze. Et après, on fait ce qu'on appelle un permis balai. Un permis balai, mais dans le règlement de copro est écrit que toute personne peut modifier sa façade sans avoir à demander l'autorisation de la copropriété, étant entendu que l'architecte autorise déjà toute modification de son projet. Bon, alors, au cours des tiers, ça marche, puisqu'il y a un balai et on refait le truc. C'est assez difficile d'avoir un recours sur de la façade. C'est assez compliqué. Il y a eu un cas que j'ai connu sur la Samaritaine, où il y a une association pour la beauté de la France qui a attaqué le permis de Sana en disant que c'est une façade qui ne s'intègre pas. Le permis s'est fait débouter en première instance parce que il y avait dans le PLU de Paris une petite règle disant que les façades doivent s'intégrer harmonieusement dans le contexte dans lequel ils sont. On a demandé de dire en quoi un rideau de douche ça s'intègre dans la rue de Rivoli. Ils ont eu du mal, à part dire que le rythme du rideau correspond exactement au travers des fenêtres en face. Bon, le juge il a trouvé ça un peu moyen. Après ça, c'est allé en appel. LVMH s'est fait débouter parce que il n'y avait pas de vice de procédure. Et puis après, ça allait en Conseil d'État. Et le Conseil d'État, ça a été extrêmement beau. Ils ont dit que, nonobstant, c'est le très Conseil d'État, nonobstant le fait que l'architecture ne s'intègre pas dans le contexte dans lequel il est, il n'en demeure pas moins que l'architecture contemporaine est une expression de notre société. Allez tous vous faire foutre. Et donc, comme on ne commande pas, il n'y a pas de commentaires sur les avis du Conseil d'État, voilà, donc ils peuvent se permettre d'écrire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est assez difficile d'attaquer les permis pour des raisons de façade, de position de trous, de choses comme ça. On attaque des hauteurs, des volumes, des vis-à-vis, des problèmes d'ombre, mais rarement pour la position des trous. Une autre question dans la salle? Moi, j'avais la question... Oui, Mathias. J'avais une question par rapport aux arbres dans la façade de tout à l'heure qui était très intéressant. Et je me posais la question, j'ai vu un schéma mais qui n'a pas été expliqué où la motte de terre était à l'intérieur de la façade, si j'ai bien compris le schéma. Exactement. Mais un arbre, ça se développe. Et je me demandais à terme comment c'était géré. Alors, un arbre, ça se bonsaïfie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la croissance va s'arrêter. On voit ça dans la montagne, il y a des arbres qui sortent dans des petites infractuosités de la roche. S'ils sont assez gros, c'est que la fracture dans la roche est assez profonde, donc ils arrivent à bouffer. Il y a un moment donné, ils s'arrêtent. Donc là, ça va s'arrêter tout seul. On peut mettre un peu d'engrais, mais en même temps, ils vont se faire étrangler par le tube. Le tube devait faire 10 de diamètre. D'ailleurs, on a posé la question à l'ABF, on lui a dit est-ce que faire un trou dans une façade relève d'un PC? On n'a pas su répondre. Il m'a dit mettez les arbres sur les balcons en pot. Je lui ai dit non, là pour le coup, j'ai pas besoin de vous demander votre avis. Je peux les mettre tout seul. Donc tout a tourné autour du trou. Des questions? On va vous apprendre. Moi, personnellement, je serais favorable. D'ailleurs, on a un cas d'absence de monopole qui se passe très très bien. C'est les paysagistes. Ils n'ont pas de monopole.
un boucher peut s'autodéclarer paysagiste. Hein, et donc, bon, il n'aura pas beaucoup de boulot parce qu'il va aller voir, on va lui dire, écoute mec, ah ouais, ben, je vois plutôt un paysage avec des os, ça va être très beau. Bon, lui, ça ne va pas le faire. Hein, et donc, il y a des écoles, hein, a priori, on préfère travailler avec un paysagiste qui a fait l'école de Versailles. Hein, et l'école Tartampion, on se dit, ouais, on n'a pas trop envie. Donc, les écoles du paysage sont... Et finalement, ils sont tellement bien formés qu'ils arrivent à nous bouffer notre job. Hein, l'urbanisme, on l'a perdu. Il ne faut pas l'oublier. Les opérations d'urbanisme, c'est maintenant les paysagistes qui les chopent. Hein, et ils les chopent et ils ont absolument aucun... ils ont aucun monopole. Alors que nous, on a le monopole de la ville, de tout ce qu'on veut, des tuyaux d'égout, de n'importe quoi, de la façade. Et on a perdu la ville. Et donc, à un moment donné, dans cette perte en ligne comme ça, de plus en plus signifiante, est-ce qu'il ne faut pas trumpiser la profession? C'est faire fuck, on met tout à plat et on recommence. On essaie de reconstruire. On n'en est plus qu'à la dernière plume. Hein. Il y en a beaucoup. Ils n'ont plus. C'est un pan monoplume uniquement pour signer son PC, c'est tout. Certainement, mais il me semble que depuis quand j'ai commencé à travailler, moi je suis côté maîtrise d'ouvrage. J'ai commencé à Cogedim, par exemple, avant Taravella. Donc, à l'époque, c'était les ingénieurs qui râlaient énormément, évidemment, contre le monopole de l'architecture. Mais finalement, on s'aperçoit que des cabinets d'ingénierie ont cru et embelli. Et finalement, on s'aperçoit que l'architecture ne s'est pas affaiblie. Tout ce que vous nous avez montré, ça me semble beaucoup plus intéressant et varié que ce qu'on faisait quand j'ai commencé à travailler, où les promoteurs faisaient des choses beaucoup moins intéressantes que ce qu'ils font aujourd'hui. Chez Bouygues Immobilier ou même chez Cogedim, c'était un petit peu ce qui était considéré comme bien à l'époque. Et Cogedim, aujourd'hui, à travers la France, il y a beaucoup plus de choses intéressantes que ce qu'on voyait à l'époque. Donc, j'ai pas le sentiment que la question du monopole d'architecture soit... Il me semble que c'est pas peut-être le paramètre qui aujourd'hui est devenu le plus important, parce que comme vous dites, à la limite, finalement, il reste à avoir des gens compétents, des gens qui ont le talent, les gens qui se développent, et finalement le texte, le titre est peut-être pas le plus important. Ben, vous plaidez pour qu'à ce que le pan se regarnisse gentiment de plumes. Non, mais c'est un débat qui est intéressant, surtout par les temps qui courent. Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'architecture qualitative. Je pense que c'est lié à de l'innovation, un certain nombre de savoir-faire, d'intérêt, de curiosité, qui n'est pas, en fait, fait pas partie des attendus de la loi sur l'architecture, qui ne fait pas partie des attendus, en fait, du diplôme. Et je pense qu'à quelque part, ce serait peut-être pas mal de supprimer ça. Ce serait courageux de le faire, et ça permettrait peut-être à la profession en général de se remuscler, et puis aussi aux autres qui travaillent avec, de se réinterroger en fait sur comment on travaille ensemble, sur nos pratiques, parce qu'à quelque part, on a quand même ce monopole qui, moi, me pèse, en fait. Il est pesant, le monopole de la signature. On a d'autres manières de contrôler, en fait, son travail qu'avec ce monopole. Voilà. C'est une question suite à un déjeuner que j'ai fait avec Noureddine. Donc, comme ça, j'étais en train de préparer mon PowerPoint, je tombe sur un pan. Je me suis dit, tiens, c'est un architecte. Puis voilà, j'ai écrit ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On est là pour
essayer de discuter de ce rapport architecture, architecte, maître d'ouvrage. Vous n'avez aucun diplôme pour être maître d'ouvrage. Aucun. Bon. Et pourtant, vous y allez. Un maire adjoint chargé de l'urbanisme, il a un diplôme, le mec, il a 0 diplôme. 0. Et c'est le roi. Hein, donc, on a des organismes qui peuvent reprendre un peu de pouvoir. Là, moi, je suis à l'Académie d'architecture. Bon, je n'y vais pas très souvent. L'Académie d'architecture peut être devenir un lieu de formation de maître d'ouvrage, un lieu de formation de politique qui peuvent avoir une formation complémentaire dans le cadre de la formation continue pour aborder ces questions de l'architecture. On peut se poser les questions un peu différemment parce que je pense qu'on en est arrivé à un tel moment d'absence de crédibilité que c'est pas mal de se poser la question. Quand vous voyez ces ZAC, hein, là, quand j'ai commencé à faire le jeu de la Zakaki, je me ramasse les 5 ZAC de Bordeaux, les 5 ZAC d'Angers, les 5 ZAC de Nantes, mais je pleure en faisant mon jeu. C'est terrible. C'est terrible. Je me dis, c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de faire le même métier que les autres. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce sujet? François. Sur le monopole, en fait, la loi de 77 dit que l'architecture est d'intérêt public et qu'elle doit donc être exercée par des hommes de l'art qui ont été dûment formés pour ce faire. La différence entre l'architecte et l'ingénieur, c'est que l'architecte est un créateur de vide, d'agencement de vide, d'espace, et je caricature, hein, et l'ingénieur, lui, va apporter sa pierre, si je puis dire, sans jeu de mots, pour faire tenir cette composition spatiale. Mais le travail de l'architecte, c'est, dans le côté intérêt public, c'est de se mettre aussi dans la peau du passant, du riverain, du voisin d'en face, et quelquefois d'ailleurs de batailler avec son maître d'ouvrage, qui lui aurait tendance à regarder que dans le périmètre du terrain. Donc c'est ce qui fait la spécificité de l'architecte, c'est cet intérêt public de l'architecture. Par contre, je suis d'accord avec toi, il faut reprendre complètement la formation des architectes. Nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui, et on verra qui va en sortir, qui va prendre des plumes ou en perdre. L'aventure du bas carbone, soit elle est prise sérieusement par les architectes, ils se dotent de l'intelligence, de la veille et de la formation complémentaire qu'il faut faire pour être en capacité dès l'esquisse, parce qu'un projet bas carbone, il va se fabriquer à l'esquisse, se préciser à l'APS, et à l'APD, il n'y a plus rien à faire. Or, dans ces phases-là, souvent, les ingénieurs ne sont pas dans la boucle. Donc, il faut que l'architecte soit en capacité de concevoir avec cette nouvelle donne, qui est ignorée par tout le monde. Et relisons Vitruve ensemble, hein, traité il y a 2000 ans. C'est un cours de développement durable, de bas carbone, d'économie circulaire, de gestion de l'eau, etc., de plein de choses. Donc, si les architectes considèrent que ça, c'est encore des chiffres, des calculs, je donne ça à l'ingénieur, il va effectivement perdre toute sa dernière plume, parce que le maître d'ouvrage, pour lui, c'est une chose sérieuse, parce qu'il a des engagements, et donc le maître d'ouvrage va se tourner vers l'ingénieur en disant, voilà, le projet, les scores qu'il faut atteindre. Au fait, tu n'oublieras pas de dire à l'architecte ce qu'il doit faire ensuite. Voilà. Donc, si les architectes ne prennent pas leur place, et si l'enseignement de l'architecture n'est pas refondé dans ce positionnement, dans ce challenge, oui, on perdra très très vite la dernière plume. Ça va se jouer dans les 10 ans qui viennent, hein, ou 5 ans. Oui, mais je pense que ça ne se joue pas à ce niveau-là, si je peux me permettre. La réglementation, c'est un truc assez pervers, que ça se joue au CSTB. Moi, je fais partie des très très rares architectes qui sont aux commissions CSTB sur les nouvelles lois. Il n'y en a pas. Je suis tout seul. Il y a les Bouygues, il y a Vinci, il y a toute la bande avec leur lobby et tout. Et là, moi, j'ai passé pas mal de temps sur la ZAN, ZAN, pas le A de ZNE, hein, parce qu'on peut se poser la question.
Et j'avais amené une vision un peu différente qui n'a rien à voir avec le lobby. J'avais dit, en fait, il y a une question qui est importante, qui est le non-étalement urbain, et qui était plus ou moins implicitement évoquée dans la ZAN. Et j'avais dit, est-ce que dans le calcul de l'occupation ZAN du sol, est-ce qu'on ne peut pas dire que plus on monte haut, moins on occupe le sol? Alors que les autres, ils étaient là. Alors, si tu fais un parking sous la pelouse, est-ce que... ouais, ça, là, ça compte pas, le parking en dessous. Parce que si tu mets 30 cm de terre, bah, ça le fait quand même. Il y a les lobbies de Bouygues, de tout ce qu'on veut, mais c'était dément, quoi. On en arrive à des absurdités, du genre, personne s'intéresse s'il y a des rochers. On peut avoir un sol très rocheux sous son terrain. Bon, là, il est considéré comme ZAN totalement perméable, alors qu'aucun arbre peut y pousser. Un parking de supermarché en pleine terre, c'est considéré, parce que ça arrange tout le monde, on dit c'est totalement imperméable. Par contre, s'il y a un parking en dessous, ça ne l'est pas, c'est moins imperméable. C'est imperméable à 50%, ça dépend combien on met de terre. Bon, et là, c'est là où il faut agir, parce qu'après, on se retrouve avec des trucs, mais complètement cons, de lobby incompréhensibles. Et on en arrive en fait à des choses où, en tant qu'architecte, on n'a plus d'éthique, on a une réglementation. Donc on est obligé de respecter une réglementation qui est complètement con, et qui on a beaucoup de mal à lui tordre les bras. Et sur le carbone, on est le seul pays européen à aller aussi loin dans la bêtise. Là, on est là, ça se passe chez les députés, on dit ouais, les mecs seraient quand même cool que tous les logements soient accessibles aux handicapés. Ah, c'est trop super, ils votent tous. Après, bon, ça va au gouvernement, le gouvernement fait un décret d'application et dit putain, ils ont bien fumé, les députés, là. Ils sont fous, quoi. Ils connaissent rien. Bon, on va faire un décret d'application comme quoi c'est que 15% des logements qui seront accessibles. Bon, le décret d'application, l'association des handicapés voit ça, elle fait mais vous êtes malade ou quoi? Ils ont voté que c'est tous les logements. Paf, tous les permis plantés pendant 6 mois. On joue à ça. En France, on joue à ça. C'est le jeu. Donc il faut aussi qu'on soit présent en amont dans ces commissions, dans lequel pas mal de choses se décident de manière stupide. Par exemple, le carbone. Il y a un truc complètement con dans le carbone. Il y a très peu de gens qui le savent. La mesure du carbone qu'on utilise est liée à la surface habitable. C'est corrélé. Donc, si on fait de l'habitable, on divise la quantité de carbone et on doit avoir un certain taux. Ces cons-là, ils ont bien pensé au parking. Ça compte pas, le parking. On peut mettre tout en béton, 6 niveaux. C'est 0 carbone. Par contre, le balcon, ils l'ont oublié. Donc, si vous faites un balcon, vous faites du béton qui n'a pas de contrepartie d'habitable. Donc, il grève gravement, en fait, le bilan carbone du bâtiment, qui est en fait un bilan comme ça, qui vient de nulle part. Ça n'a rien d'une vérité. Donc, un grand balcon, on ne peut plus le faire. Pour faire un grand balcon, il faut faire un plancher en bois. Donc, en fait, maintenant, il y a beaucoup de promoteurs qui en arrivent à la conclusion: il ne faut pas faire de balcon. Alors qu'en fait, c'est une demande, la relation extérieure-intérieure. Tout ça, c'est parce qu'il y a une connerie dans la réglementation qui n'a pas été vue. Justement, on peut évoquer les problématiques sociétales inscrites dans l'architecture et le cas du rapport entre intérieur, extérieur, balcon, ces espaces de transition en est un exemple. Oui, c'est des problématiques aujourd'hui sur lesquelles on doit s'interroger, parce que le carbone, les gens, ils en ont rien à foutre. La labellisation, ils en ont, mais rien à foutre. Ça n'intéresse que le micro-milieu. Moi, j'avais fait, Navarro me l'a rappelé, pour les vœux, j'avais fait un paillasson avec tous les logos de la bienséance pour que, en fait, chaque promoteur, quand il rentre dans son bureau, il s'essuie bien les pieds dessus, quoi, pour qu'il puisse enfin respirer, non pas croire que c'est un évangile. C'est quelque chose sur lequel on doit s'essuyer les pieds. Voilà, c'est juste là pour évoquer quelque chose.
On pourrait également évoquer la problématique de l'enseignement. École d'architecture, lieu d'enfermement. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Il y a une enseignante, là. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner à Harvard, j'ai enseigné à AA à Londres. Je peux vous dire que l'enseignement de l'architecture en France, c'est grave, quoi. C'est très, très, très grave. La AA, c'est autre chose. C'est éducation anglaise. On est proposé professeur. Donc le chairman vous appelle, là, il vous dit, est-ce que tu voudrais être responsable d'une unit, 3e année? On dit oui, ok, ça me va. Et donc à la rentrée, il y a tous les professeurs qui ont été invités par le chairman qui vont essayer de séduire les élèves pour avoir des élèves. Mais en fait, ils n'ont pas d'élèves. Donc, on doit faire un speech, on doit dire c'est quoi notre programme. Et puis, les élèves s'inscrivent en disant this one is number one, second choice, third choice, etc. Et puis, le chairman, il mélange. Et puis, donc, on fait les entretiens. On voit les élèves et il y a une relation qui doit se faire. Et puis, on doit bien les traiter. Parce que si on leur dit ouais, ton portfolio... ça casse rien, le mec il fait c'est qui celui-là, il va voir l'autre, le deuxième choix. Puis à la fin on n'a pas d'élèves. Hein, donc si on n'a pas d'élèves, on n'a pas de salaire. Hein. Le salaire il est proportionnel au nombre d'élèves. Hein, et tout marche comme ça, c'est l'école de la performance. Donc il y a un moment donné on arrête, on a tant d'élèves, il y a des prorata d'assistants qui est lié au nombre d'élèves, mais en cours d'année, un élève peut changer de prof. Si son prof il n'est pas assez performant, qui lui apprend pas des choses, il peut aller changer d'unit. Donc le salaire du mec baisse, il peut perdre une assistante. Arrivé à la fin de l'année, on a des corrections qui sont mais super raides. C'est-à-dire que on a des tables rondes entre professeurs qui jugent en fait notre travail. Donc les élèves présentent, ils ont des corrections des autres profs. Et puis, un mois plus tard, c'est d'autres professeurs qui demandent à voir ce qui a été corrigé pour voir si ça a été fait. Mais nous, on a une main qui est très délicate. Et la fin de l'année, on invite des très grandes stars de l'architecture. On leur demande de auditer en fait les professeurs. Moi, j'ai été audité par Zaha Hadid et par un prix Pritzker dans ma unit. Je peux vous dire, ça a chauffé des pneus, hein, parce qu'on mettait des gens qui n'aimaient pas votre travail. Zaha Hadid me déteste, elle est morte. Et donc, elle me faisait... C'est moi qui présentais le travail de mes élèves et non pas les élèves. Je devais dire qu'est-ce que je voulais enseigner, qu'est-ce que cet élève voulait faire. Elle me mettait le portfolio de l'élève à l'envers pour que moi je présente pour moi. This is for you, you have to read. I don't need to have that in the right side. Moi, je n'ai pas besoin, je suis trop génial, donc je peux regarder le portfolio à l'envers. Hein, donc, de temps en temps, je tournais les images, non, alors remettez les images de l'autre côté. Et à la fin, il y a un grand jury, avec uniquement les examinateurs stars. Les noms des élèves sont égrenés. Et puis, on a la grosse vache Zahadid qui fait pass, low pass, no pass. Voilà. Low pass, et donc les élèves, là. Et à la fin, on a le rating du professeur, hein, qui est le nombre d'élèves qu'il a réussi à passer. Et du coup, il se représente l'année suivante. Il a fait passer tant d'élèves, donc c'est un bon prof. Donc il va avoir des élèves. Celui qui n'a pas fait passer d'élèves, mais il dégage le mec. Vous imaginez ça en France, ce serait la révolution. C'est l'école de la performance.